Chapitre 32. Trouver le bon endroit. 14 septembre 2016, 16 avril 2017. À la mi-septembre, Harry et Watchcover reçurent leur commande de la guilde des tisserands. Chacun présenta les vêtements protecteurs à ses équipes en leur recommandant de garder pour eux les propriétés exactes de ces produits. Puis ils organisèrent des entraînements communs pour que chacun s'habitue à les porter et se familiarise avec les capacités offertes par les protections intégrées. Les policiers et Aurore furent ravis de constater que des manœuvres, qui étaient jusque-là très dangereuses, devenaient plus faciles et pratiquement sans risque. Les deux commandants encouragèrent chacun à imaginer de nouvelles techniques en tenant compte des possibilités de leur protection. Ils établirent aussi un planning pour que tous puissent bénéficier d'autant d'heures de pratique. En quelques semaines, chaque policier et Aurore fut familiarisé avec le nouvel équipement. À leur connaissance, les fils de synthèse n'étaient pas encore d'actualité. Le fil d'acromantule restait un produit rare aux vertus inégalées qui valait le prix qu'il l'avait payé. Quand Teddy rentra de France à la fin du mois d'octobre, il offrit aux Potter un repose-pied assorti à leur salon. Le meuble massait les chevilles et les orteils. « Il est parfois un peu brutal, reconnut-il, car c'était mon premier essai. Celui de grand-mère est plus doux. »« Il est exactement comme j'aime, » assura Ginny, qui avait été la première à s'y installer. Teddy trouva un travail en Angleterre, sans doute grâce à la recommandation de Victor de la Cour. Son nouvel employeur était le fabricant de balais Brosse-Dur. Ce n'était pas la marque la plus prestigieuse et le poste n'était pas celui d'un ingénieur. Teddy dégrossissait le manche des balais, triait les brindilles et appliquait les sortilèges simples comme ceux de coussinage. Cependant, le jeune homme ne se plaignait pas. Sa bonne humeur, son implication et les petits services qu'il acceptait de rendre finirent par convaincre les sorciers plus spécialisés de lui enseigner des sortilèges d'aéronautique plus complexes. D'après Andromeda, il passait beaucoup d'heures dans l'atelier. « Il est très motivé, » confia-t-elle à Harry. « Je sais que le travail en lui-même ne le passionne pas, mais il apprend tout ce qu'il peut. Comme il nous l'a souvent dit, il n'arrive à s'investir et s'instruire qu'en pratiquant. Il n'aime pas la théorie. Il ne pourra jamais être pris comme mage-ingénieur ou enchanteur de haut niveau s'il ne la connaît pas, opposa Andromeda. Or, c'est ça qui l'intéresserait vraiment. Chez Ron et George, on fait de la haute magie sans beaucoup de théorie, lui rappela Harry. Ils la compensent par beaucoup d'imagination et l'intuition sur ce qui va plaire à leur clientèle. Aucun des deux n'a obtenu ces aspics, ce qui ne les empêche pas de gagner beaucoup d'argent et d'adorer ce qu'ils font. Je sais, mais son poste actuel ne satisfait pas vraiment Teddy, et je m'inquiète à l'idée qu'il n'arrive pas à s'épanouir dans son travail. Il va trouver le bon endroit, la rassura Harry. Peut-être en plus de temps qu'il ne l'espérait, mais il va réussir, j'en suis certain. Sans doute, tenta de positiver Andromeda. Merci de m'aider à prendre du recul, Harry. Les vacances de Noël ramenèrent les collégiens. Harry et Ginny attendirent impatiemment l'arrivée du vénérable train sur le quai 9 3/4 et serrèrent leur fils contre eux quand il descendit. Ils veillèrent à ne pas trop faire durer les embrassades, se rappelant de la pudeur des adolescents devant leurs amis. Par les courriers fréquents, ils savaient que leur aîné s'était bien acclimaté à l'école. Ils n'avaient reçu qu'un seul hibou se plaignant de la conduite de James. Celui-ci s'était écrasé en balai sur les toits de Poudlard après avoir échappé à la surveillance de sa professeure de vol. Cela n'étonna qu'à moitié Harry qui, avec Ginny, avait initié son fils aux joies du ballet durant l'été. Il a dû monter trop rapidement et a paniqué quand il a vu le château se précipiter vers lui, avait analysé Ginny. Je lui ai pourtant bien montré comment adapter sa vitesse à son environnement. Tu vois, je suis presque contente que l'équipe de Quidditch soit interdite aux premières années. On peut être en première année et conscient des dangers, avait protesté Harry. Mon chéri, je suis désolée, mais je ne connais personne qui soit moins crédible que toi sur le sujet, l'avait mouché sa femme. Ils arrivaient à plaisanter, mais leur fils leur manquait beaucoup. Tout comme il l'avait fait pendant l'année des ténèbres, alors qu'il errait d'un lieu à l'autre avec Ron et Hermione et qu'il s'inquiétait pour Ginny, Harry allait parfois sortir la carte du maraudeur du tiroir de son bureau pour y chercher le nom de son fils. Ginny l'avait surpris un soir, et ils avaient regardé ensemble le point représentant James s'attarder dans la salle commune avant de se diriger vers son dortoir accompagné d'autres noms.
Les préfets ont dû envoyer les petits au lit, avait supposé Ginny. Et il obéit plus facilement à des mouflets de 15 ans qu'à nous, avait constaté Harry avec un peu de dépit. Oh, rien ne dit qu'ils vont tout de suite éteindre les chandelles, avait fait remarquer sa femme avec une petite flamme dans les yeux. On s'amusait bien dans ton dortoir? S'était enquis Harry. C'était pas mal. Enfin, ma première année a été un cauchemar pour les raisons que tu sais, mais ensuite c'était plus sympa. Mais je crois qu'avec les harpies, c'était encore mieux. Gwenog était un sacré numéro. Et chez toi? Quand j'oubliais que j'étais en train de sauver le monde ou qu'un assassin voulait ma peau, ça allait. Sauf quand on pensait que j'étais l'héritier de Serpentard ou que je tentais d'attirer l'attention sur moi en trichant pour participer au tournoi des 3 sorciers, avait tempéré Harry. Heureusement que Ron était là. Il s'était souri et avait rangé la carte, un peu honteux de ne pouvoir s'empêcher d'espionner leur fils. Si James appréciait Poudlard, il était manifestement heureux d'être rentré chez lui. Il fut même particulièrement gentil avec Albus, laissant espérer que cette année qui les tenait éloignés pourrait apaiser la tension entre les frères. Harry se dit qu'il serait cependant préférable qu'Albus soit réparti dans une autre maison que son aîné l'année suivante. Quelques jours avant Noël, Sarah et Dudley avaient invité Harry et sa famille à venir dîner chez eux. Ils tentaient toujours de se voir pendant les fêtes, pour faire un échange de cadeaux et se donner des nouvelles. Leur fils Marcus avait 8 ans, tout comme Lily qui était née 3 semaines après lui. Harry était heureux que Dudley semble trouver important que les cousins se connaissent. De son côté, il avait rappelé à James que Marcus irait lui aussi à Poudlard et qu'il pourrait être intéressé d'en avoir une idée. Si possible, une description positive, avait-il ajouté pour signifier à James de ne pas faire de mauvaises blagues. Le fils de Dudley et Sarah suivait une scolarité moldue, et les seuls enfants de son âge avec qui il pouvait discuter du monde sorcier étaient ceux de Harry. La soirée se passa agréablement. « Tu m'aides à débarrasser ?» demanda Dudley à Harry quand ce fut le moment de servir le dessert. « Bien sûr !» accepta Harry, laissant Ginny et Sarah discuter de l'opportunité d'emmener Marcus visiter le musée de la magie. Les 2 cousins empilèrent les assiettes et se retrouvèrent à la cuisine. Dudley sortit des bacs de glace du congélateur et entreprit d'élaborer des coupes en mélangeant plusieurs parfums pour chacun des convives. « Je suis allé voir ma mère et je lui ai dit la vérité à propos de Sarah, » révéla-t-il en raclant le sorbet à la fraise avec la spatule. « Quoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» s'étonna Harry. Sarah se sentait mal à l'aise avec ce secret et trouvait injuste que ma mère se croie responsable pour Marcus. Tant que mon père était encore là, ce n'était pas possible d'en parler. Mais j'ai pensé qu'elle était capable de l'accepter maintenant. Et comment l'a-t-elle pris? Il lui faudra un peu de temps pour s'y faire, reconnut Dudley. Ça s'est mal passé, traduisit Harry. Je n'irai pas jusqu'à dire cela, nuança son cousin. Elle a juste pleuré, puis m'a demandé si c'était toi qui me l'avais présenté. Harry en resta bouche bée. Cela faisait longtemps qu'on ne lui avait pas mis sur le dos les bêtises de Dudley. Je lui ai expliqué que tu n'y étais pour rien, et que tu ne la connaissais pas avant que je te la fasse rencontrer, précisa immédiatement son cousin. Et je lui ai dit que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'elle m'avait appris sur les sorciers. Et j'ai ajouté qu'on se voyait régulièrement et que je t'appréciais beaucoup. Eh bien, merci, Dud, fit Harry en essayant de ne pas montrer à quel point la défense de son cousin le touchait. C'est la moindre des choses, répliqua Dudley. Nous savons tous les 2 que j'aurais dû le faire plus tôt. Harry comprit que c'était une façon pour son cousin de demander pardon pour ce que ses parents lui avaient fait et pour la complicité dont il avait fait preuve. On ne va pas réécrire l'histoire, botta en touche Harry qui ne voulait pas remuer inutilement le passé. Et ta mère a revu Sarah depuis? Non, pas encore. Sarah sait que les premières fois seront difficiles et est prête à faire face. Mais nous estimons qu'il faut lui laisser le temps de s'y faire et attendre un peu. Je pense qu'elle viendra d'elle-même, comme elle l'a fait après avoir compris que Marcus avait des dispositions magiques. Pas facile, compatit Harry. Ce n'est pas trop grave, je suis adulte, je peux prendre du recul, minimisa Dudley. Harry posa quelques instants sa main sur l'épaule de Dudley avant de récupérer les coupes de glace terminées et les amener dans la salle à manger. Luna, qui était revenue chez son père pour les vacances de Noël, invita la famille Potter. Elle s'était mariée avec Rolf Scamander, le petit-fils du célèbre magizoologiste Newt, dont Harry avait étudié le manuel Vie et habitat des animaux fantastiques durant sa scolarité. Harry était très curieux de faire la connaissance de son mari et leurs 2 enfants.
Après les présentations, il jugea le couple très assorti. Rolf avait le même teint hâlé que sa femme, et ses vêtements ne ressemblaient à rien que connaissait Harry. En tout cas, cela semblait avoir plein de poches très pratiques. Leurs jumeaux, Lorcan et Lysander, avaient 4 ans. Ils sourirent en découvrant les 3 enfants Potter, les prirent par la main et les entraînèrent dans le jardin des Lovegood. Très vite, des rires et des cavalcades indiquèrent aux parents que la petite troupe s'était rapidement entendue, en dépit de la différence d'âge. Rolf et Luna racontèrent leur vie aux visiteurs. Ils parcouraient le monde à pied, à la recherche d'animaux inconnus ou qui n'avaient pas été vus par des humains depuis longtemps. Mon grand-père a mis dans ses livres beaucoup de créatures qui semblent avoir aujourd'hui disparu, du moins de notre regard. J'aimerais tellement me retrouver face à une demi-guise ou un oiseau tonnerre, expliqua Rolf. Le couple s'était connu dans les montagnes du Tibet, où ils étaient tous les deux sur les traces du Yéti. Ils avaient décidé de continuer leur voyage ensemble et ne s'étaient plus quittés depuis. Leur rencontre leur avait porté chance, car ils avaient trouvé toute une famille d'anthropomorphes poilus vivant dans une caverne et qui, sans le savoir, alimentait la légende de l'abominable homme des neiges. Harry se souvenait vaguement de l'article à ce sujet publié dans le Chicaneur que lui avait lu Ginny. Ils voyageaient avec 2 sombrales apprivoisées, expliquèrent-ils. Ces bêtes étaient non seulement très discrètes, mais aussi des animaux de bas très résistants qu'ils pouvaient utiliser pour transporter leurs bagages. Leur endurance et leur capacité à voler étaient un grand avantage quand ils étaient en danger ou se retrouvaient face à un obstacle infranchissable. « Mais comment faites-vous quand vous croisez des moldus ?» interrogea Ginny. « Ils ne s'étonnent pas de voir vos sacs flotter dans les airs ?»« Nous les reprenons à la main, » expliqua Luna en haussant les épaules comme si ce n'était qu'un problème mineur. Harry se demanda combien de moldus avaient cru avoir trop bu ou être victimes d'hallucinations après les avoir croisés. Ils avaient aussi un nifleur comme animal de compagnie, qu'il fallait bien surveiller quand ils étaient invités quelque part. Harry reconnut que la boule de poil ventrue affublée d'un bec de canard qui dormait près du feu était bien mignonne. Les Scamanders ne prenaient pas de photos. Cela manquait d'âme et ne pouvait en aucun cas rendre compte de la beauté du monde, expliquèrent-ils. Luna tissait sur un métier portatif des foulards qui lui servaient d'aide-mémoire. Elle en offrit un à Ginny, et Harry admira le motif non figuratif aux couleurs chatoyantes. « C'était un coucher de soleil tellement magnifique !» expliqua la naturaliste à son amie. « Avec les montagnes qui se reflétaient sur le lac et les grappe-cornes qui paissaient au loin. »« On sent que c'est une vue apaisante, » commenta Ginny ravie. Rolf, de son côté, dessinait. Au contraire de son épouse, ses croquis étaient d'un réalisme étonnant. Il savait restituer un luxe de détails sans lourdeur et agrémenter ses représentations animalières de petits éléments pleins d'humour. Il leur offrit un dessin qu'il fit sous leurs yeux et qui représentait son petit compagnon. L'animal familier personnifiait le bonheur béat d'un sommeil sans souci. Sa panse rebondit, rivalisant de rondeur avec les coussins sur lesquels il était vautré, et on ne pouvait s'empêcher de sourire d'attendrissement en voyant le portrait. Teddy partit au sport d'hiver avec des amis la première semaine de janvier. Cette période, qui suivait la frénésie des achats de Noël et du Nouvel An, était traditionnellement un temps de repos pour ceux qui tenaient boutique et leurs fabricants. Il en revint enchanté. « Mon ami Léonard Knin m'a fait une proposition », expliqua-t-il à Harry qu'il avait invité à partager un verre dans un bar en fin de journée. « On se connaît bien, car il suivait comme moi le cours de technologie moldue. La semaine dernière, on a commencé à délirer sur ce qu'il nous amuserait de faire à partir d'objets usuels. Par exemple, un séchoir avec des bras articulés qui sortirait le linge de la machine à laver, ou un évier avec des brosses qui feraient la vaisselle. Et puis on s'est dit qu'il y avait un marché pour ça. On ne sera pas au niveau des grandes inventions comme les miroirs communicants ou les pancines de presse, mais ce seront des gadgets amusants ou utiles. »« Ça n'existe pas déjà ?» s'étonna Harry. « Enfin, je veux dire... Je n'ai jamais vu ce que tu viens de décrire, mais plein de nouveaux objets sont mis en vente chaque année. Justement, pas ceux auxquels on a pensé. Vous allez proposer vos idées à la guilde des artisans ? On veut monter notre affaire. Mais vous allez avoir beaucoup de concurrence. Pourquoi ne pas louer vos services à un fabricant qui a une société qui marche ? Quand les jumeaux Weasley ont lancé leur boutique, 2 magasins de farce et attrape existaient déjà. Pour eux non plus, ce n'était pas gagné, rétorqua Teddy. Harry reconnut que les situations pouvaient se comparer. Il songea aussi au pari qu'avait représenté le magazine Alternative Magique
qui s'était imposé sur un marché déjà saturé et qui avait joué le rôle espéré et fini par trouver sa place. Tu en as parlé à Ron? Interrogea-t-il. Il n'est pas trop mal placé pour savoir si c'est jouable ou non. Oui, on avait rendez-vous avec lui hier. Il nous a dit « Ce n'est pas certain que vous arriviez à percer. Moi, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais à votre âge et avec vos idées, je n'aurais pas hésité une minute. » Ron est quelqu'un de formidable, commenta Harry en riant. Puis reprenant son sérieux, il demanda « Tu as besoin d'investisseurs ?»« Non, Harry, je te remercie, mais j'ai ce qu'il faut. Grand-mère m'a donné de l'argent. »« Oh, c'est bien !» commenta Harry, qui songea cependant que Teddy était plus riche qu'Andromeda et qu'il aurait pu lui éviter de risquer ses économies. « Je n'en avais pas réellement besoin, » confia Teddy. « Léonard se débrouille pour apporter la moitié de notre fonds de lancement, et le coffre qui est à mon nom est pas mal plein aussi. Mais c'était important pour elle de participer, et on a décidé qu'elle aurait 10% de l'affaire. Ça m'a fait plaisir qu'elle croie en moi, » ajouta-t-il avec un sourire timide. « Ce serait dommage que tu en doutes, » lui assura chaleureusement Harry. « On croit tous en toi. On trouve que tu prends un chemin un peu tortueux, mais on sait que tu peux y arriver. Et comment va s'appeler votre entreprise ? Technomagie. Parce qu'on ne veut pas faire de la magie compliquée, mais enchanter des appareils techniquement capables d'accomplir leurs tâches. Les sortilèges ne serviront qu'à apporter de l'énergie et à affiner les gestes. A priori, ils seront utilisables aussi par des moldus. Ça pourrait intéresser les couples mixtes. » « C'est un créneau prometteur, » reconnut Harry. « Par contre, fais attention. La guilde ne veut pas qu'on mette en vente des produits dont on ne sait pas gérer les déchets ou qui sont dépendants de techniques non reproductibles par les sorciers. » « Ne t'en fais pas. J'ai assez assisté à vos discussions avec Ron pour le savoir. On lui a présenté quelques-uns de nos plans. Il n'a rien trouvé à y redire. Il nous a seulement conseillé de ne les montrer à personne pour ne pas nous faire piquer nos idées. » « C'était un sacré compliment, » jugea Harry. « C'est bien comme ça qu'on l'a pris, » lui assura Teddy avec un grand sourire. Au début du mois d'avril, un accident de voiture dans le lotissement moldu où habitaient Ron et Hermione défraya la chronique. Un jeune sorcier de 20 ans, Sylvian Summersby, s'était lié d'amitié avec des moldus de son âge qui habitaient près de chez lui. La bande était montée dans l'automobile de l'un d'eux et c'est Sylvian qui avait pris le volant. Ne sachant pas conduire, il avait rapidement perdu le contrôle de sa trajectoire, faisant sortir de la route un autre véhicule qui heureusement avait pu s'arrêter sans mal sur une pelouse. Par miracle, il n'y eut aucune victime et seulement des blessures légères. Le fautif avait embouti à grande vitesse plusieurs voitures en stationnement, ce qui aurait pu causer des blessures graves aux 5 passagers s'ils ne s'étaient pas brutalement retrouvés assis sur le bitume, plusieurs mètres plus loin, juste avant le choc. Parmi les voisins accourus sur les lieux, il y avait des sorciers qui soignèrent les écorchures les plus graves dues aux éclats de verre, puis appelèrent les oubliators. Ceux-ci eurent beaucoup de travail, car plusieurs moldus avaient vu les jeunes transplaner sous l'effet de la magie spontanée du chauffard, et 2 passants avaient bénéficié de sorts de premier secours appliqués par l'un de leurs voisins. « Quelle histoire !» confia Mandy Belby à Harry 2 jours après. « Oui, j'ai vu ça, » abonda Harry. Ils s'étaient rencontrés dans l'atrium alors qu'ils descendaient pour déjeuner et étaient allés tous les deux prendre un sandwich dans un café du chemin de traverse. Mandy était doublement concernée. Non seulement son supérieur, le ministre Ackerley, suivait l'affaire de près, mais elle habitait dans le lotissement où s'était déroulé l'accident. Elle était arrivée la première sur les lieux et c'est elle qui avait appelé les oubliators pendant que son mari Marcus donnait les premiers soins. Dans les journaux, des sorciers traditionnels soutenaient que c'était la preuve que toutes ces implantations sorcières dans des lotissements moldus étaient une erreur, qui tôt ou tard mettrait à mal le secret. Ceux qui avaient choisi cet environnement des années auparavant pointaient au contraire que c'était la première fois qu'un incident arrivait alors qu'ils vivaient au milieu de moldus depuis plus de 15 ans. « Mais pourquoi ce gamin a-t-il tenté de conduire s'il ne savait pas ?» interrogea Harry. « Figure-toi que la petite bande a décidé d'aller en boîte, mais que la plupart avaient déjà descendu plusieurs bières. Comme Sylvian était le dernier arrivé, il n'avait pas eu le temps de boire et il a été désigné comme chauffeur. Il n'a pas osé dire qu'il n'avait pas de permis et s'est dit qu'il pouvait s'en tirer avec un peu de magie et le fait qu'il avait déjà observé ses amis conduire. Cela n'a manifestement pas été suffisant. Au moins, il les a protégés. Ça oui, aucun d'eux n'a eu une seule égratignure. Ce sont les passants qui ont tout pris. Pas facile à justifier, commenta Harry. Les oubliators et Jason Apollo du comité des excuses aux Moldus ont parfaitement géré la situation, comme toujours, affirma Mandy.
On ne peut pas dire que le secret ait été mis en danger, ajouta-t-elle avec véhémence. Harry ne put que lui adresser un sourire compréhensif. Finalement, le ministre décida de maintenir les implantations de maisons sorcières dans les quartiers moldus, mais encouragea fortement tous les sorciers à passer leur permis de conduire. Des articles moqueurs apparurent dans la Gazette, mais aucun des habitants concernés n'émit d'objection. Harry supputa que c'était davantage pour ne pas attirer l'attention sur eux que par adhésion à cette nouvelle incitation. Cela fit l'objet d'une discussion au terrier. « Alors, Ron et Hermione, quand est-ce que vous passez votre permis » s'enquit George. « Pour moi, c'est déjà fait », le renseigna Hermione. « Vraiment » s'étonna Fleur. « On ne parle de ça que depuis 2 semaines ? Je pensais que cela mettait plus de temps. » « Je l'ai passé quand j'avais 18 ans et que j'habitais encore chez mes parents, » précisa l'intéressé. « Vous comprenez, » expliqua Ron. « À l'époque, elle a juste rattrapé une année scolaire en 1 mois, puis posé les bases de la nouvelle législation sur les elfes. Elle avait tellement de temps libre qu'elle s'ennuyait et a dû se trouver une occupation supplémentaire. »« Tu n'étais pas déjà son petit ami, Ronny ?» lui demanda Bill. « Tu n'avais pas des idées pour l'occuper ?»« Pas aux mêmes heures, » assura Hermione en souriant. « Et comment était le moniteur ?» insista George. « Elle fumait comme une cheminée et n'était pas mon genre, » répliqua Hermione. « Bon, d'accord, mais toi, Ron, quand est-ce que tu t'y mets ?» interrogea Angelina. « Ce n'est pas une obligation, » opposa l'interpellé. « Mais il faut montrer l'exemple, » lui fit remarquer sa femme. « T'as peur de ne pas y arriver ?» le provoqua Bill. « N'importe quoi, je pourrais conduire les yeux fermés. »« Chiche !» le mit au défi George. « J'ai pas de temps à perdre. Tu te défiles ? Tu ne veux pas montrer à Hermione que tu le pourrais ? » Elle n'a pas besoin de preuves, n'est-ce pas, chérie ? J'ai confiance en toi, Ron. Tu vois ? Elle ne pouvait pas dire autre chose, diagnostiqua Bill. Tout à fait, confirma George. Dans 6 mois, j'ai mon permis, assura Ron. Bravo, Ronny, le félicita George. Et Harry aussi, ajouta Ron. Quoi ? Sursauta le commandant des Aurores. Tu dois donner l'exemple, justifia Ron. Faux frère, protesta Harry. Moi aussi, j'ai bien envie de m'y mettre, décida Ginny. À force d'en voir passer sous mes fenêtres, j'ai bien envie d'essayer. Bravo, mes enfants, les félicita Arthur. Ces machines sont passionnantes. D'ailleurs, je me demande... Pas toi, Arthur, le coupa Molly. Ce n'est plus de ton âge, voyons. Ce n'est pas plus dangereux qu'un balai, protesta son mari. Ça non plus, ce n'est plus pour nous, affirma Mrs. Weasley. Je suppose que le fameux Sylvian Summersby va être un des premiers à prendre des cours, fit remarquer Angelina pour couper court à la discussion entre ses beaux-parents. Il y a des chances. Ces pauvres parents ont fait le tour de toutes les maisons sorcières du quartier pour s'excuser, rapporta Hermione. Et puis aussi celle de tous les moldus dont la voiture avait été abîmée par leurs gamins. Pas facile d'être parent, compatit Angelina. Mais ils nous manquent tellement quand ils ne sont pas là, fit mélancoliquement Ginny. Heureusement pour les parents abandonnés, les vacances d'avril arrivèrent rapidement après cet épisode. Le dimanche de Pâques, ils se réunirent au complet pour manger au terrier. La veille, Teddy était venu avec son associé installer un de ses produits pilotes, le vaisselle auto. Ils retrouvèrent l'évier agrémenté de nouveaux accessoires, des brosses rondes dans le fond du bac et des bras articulés à côté des robinets. Il était évident que si cela n'avait pas été proposé par Teddy, Molly n'aurait jamais laissé quiconque modifier sa cuisine. Il avait fallu beaucoup de persuasion, quelques années auparavant, pour qu'elle accepte qu'on agrandisse la pièce pour l'adapter à l'accroissement de la famille. Dès que les assiettes sales du plat principal furent déposées au fond de l'évier, des clapotis émanèrent du bac et les bras s'agitèrent. Le dessert n'était pas terminé que la vaisselle était propre et presque sèche sur la paillasse. Molly n'eut qu'à la ranger, tandis que la moyenne classe, intriguée par la nouveauté, débarrassait ce qui était encore sur la table et regardait avec fascination le nettoyage se faire tout seul, sans qu'on ait à utiliser de baguette. En 10 minutes, petites assiettes, couverts et même les marmites qui avaient été déposées à la fin étincelaient. Il ne restait plus qu'à secouer la nappe et à faire le café. « Amusant, vraiment amusant !» répétait Arthur que les bras articulés ravissaient. « Formidable !» fit Victoire en regardant Teddy avec admiration. « Primitif, mais efficace !» reconnut sa mère. « Ron, tu penses à ce que je pense ?» demanda George. « Ouais, ça va être terrible !» confirma son frère les yeux brillants. « Teddy, il va falloir qu'on parle.
annonça Georges, et toute la famille se demanda avec effroi mêlé de fascination quelle invention facétieuse venait d'être inspirée par la mécanique. Tu as une machine qui fait les lits se renseigna Hugo qui détestait faire le sien. Teddy m'a installé sur mon lave-linge le module qui prend les vêtements une fois la lessive terminée. C'est très pratique, renchérit fièrement Andromeda. Ron, tu en veux un pour ton anniversaire demanda Hermione, faisant sourire l'entourage, qui savait que la gestion du linge avait été attribuée à son mari quand les deux époux avaient décidé du partage des corvées ménagères. J'en préférerais un qui fasse la cuisine, rétorqua perfidement son mari, qui trouvait que les plats d'Hermione, s'ils étaient roboratifs, manquaient un peu de finesse. Ça m'irait aussi très bien, jugea Hermione pragmatique. Intéressant la manière dont la magie et la mécanique s'entraînent l'une et l'autre, admira Bill. Vous avez pensé à des usages agricoles s'enquit Angelina, dont les parents exploitaient des vergers. Elle a raison, approuva Ron, qui avait repris son sérieux. Même avec de la magie, les récoltes demandent beaucoup d'énergie et de concentration. Ce sera moins rigolo que vos gadgets, mais vous vous ferez davantage de marge dessus. Avec Léonard, on travaille déjà sur une machine à dégnommer les jardins, annonça Teddy qui buvait du petit lait. Alors ça, c'est une bonne idée, approuva Bill. Fleur et moi, on n'arrive pas à se débarrasser de ces nuisibles. Alors que les exclamations continuaient à fuser autour d'un Teddy aux anges, Harry échangea un regard avec Andromeda. Ils avaient réussi avec succès à guider le petit orphelin jusqu'à l'âge adulte. Chat avec J.K. Rowling, 30 juillet 2007. Luna est devenue une naturaliste très célèbre qui a classifié de nombreuses nouvelles espèces animales. Mais elle n'a malheureusement jamais retrouvé de ronflac cornu et a finalement dû accepter que c'était peut-être une invention de son père. Elle s'est finalement mariée bien plus tard que Harry et compagnie. Elle a épousé un autre naturaliste, Rolf, le petit-fils du grand Norbert Dragono, Newt Scamander. J.K. Rowling, A Year in the Life, 30 décembre 2007. Luna a eu 2 fils, des jumeaux, beaucoup plus tard que tous les autres qui se sont installés dans la vie plus tôt. Lorcan et Lysander, si ça vous convient. Bien entendu, le Nifleur est inspiré par le film Les Animaux Fantastiques. Qui n'a pas craqué devant le petit chapardeur?